Mais Loïc, qui est Mike Leigh? Alors, Mike Leigh, c'est un cinéaste britannique qui a commencé dans les années 80, même 70, qui est un peu un vieux de la vieille qui... Ouf, il bosse. Il a une canne. Il est au charbon. Il commence à être très vieux, notre petit Mike Leigh. Il est petit. Et donc c'est un cinéaste qui d'abord commence à la télé avec des téléfilms qui s'inscrivent dans une continuité du social realism, qui est un peu le mouvement de cinéma qui structure le cinéma britannique depuis longtemps. Donc qui a une façon très particulière de travailler avec ses acteurs, qui est celle-ci. Mike Leigh, il a une idée de film, il a une idée de sujet. Bon, il a des acteurs, il se dit ok, j'aimerais bien ce personnage pour faire ce film. Il prend un temps avec cet acteur et il lui dit « Ok, fais-moi une liste de tous les gens que tu connais. » Et ensemble, ils vont passer un par un la liste des personnages, des personnes que l'acteur connaît. Et ils se disent « Ok, cette personne, elle est intéressante. On pourrait partir de cette personne pour imaginer ton personnage. » À partir de là, il fait ça avec tous les acteurs du film, même les seconds rôles, même la caissière qui travaille dans le supermarché, tout le monde. Et ils construisent un petit peu des personnages comme ça. Et ensuite, pour nourrir le sujet qu'il a envie de traiter, il met ces personnages ensemble et il leur fait faire des improvisations. Ok, c'est la séquence où vous faites ça. Improvisez, Mike Leigh note, prend des notes. Et garde ce qui l'intéresse le plus. Ils refont. Et ensemble, ils construisent un scénario intégralement qui ensuite va être rejoué dans des décors. Donc dans un premier temps, il fait la chorégraphie avec, dans le décor du texte qui a bien été préparé, avec le chef-op, avec les gens pour un peu préparer précisément un peu les gestes, parce que c'est pas non plus un cinéma de l'improvisation, donc c'est un cinéma qui s'est construit à partir d'eux, mais qui, le moment donné, est quand même mis en scène, construit, réfléchi, et qui laisse beaucoup de place à ses collaborateurs, autant qu'à l'improvisation des acteurs, aux propositions du chef opérateur, de décorateur, etc. Et donc, c'est un cinéaste qui a déjà eu une Palme d'Or en 1996, qui a déjà eu en 1993 prix de la mise en scène et prix du meilleur comédien, parce que c'est un réalisateur dans les films, grâce à cette méthode de travail, on voit que ça joue bien, quoi. Ça, c'est vraiment le premier truc qui choque quand on regarde un film de Mike Leigh, c'est que ça joue extraordinairement bien. Et tous les acteurs semblent vraiment hyper réels, hyper sincères, les dialogues semblent tous venir de quelque part. Ça vient de quelque part, donc. C'est pas un hasard. Voilà. Et ce qui est surprenant, c'est qu'il y a eu un peu deux sorties de route, on va dire, dans les années 2000. C'est qu'il a fait un biopic et un film historique. Film historique que je n'ai pas vu, qui s'appelle Peter Lou, qui était son dernier film en date, sorti en 2018. Oh, resté inédit en France, ce film. Exactement. Jamais sorti. Absolument. Et Mr. Turner, qui est sorti en 2012. Ouais, il y a longtemps quand même. Quelque chose comme ça. Je tente au pif. Et donc, qui aussi était marqué d'une forme étrange, qui était donc cette sorte de décalage entre cette méthode de travail et une réalité historique d'un personnage, donc du peintre Turner. Dans le film, donc un peu le projet, c'était de déconstruire le mythe, déconstruire le personnage et le ramener à une trivialité, à une grossièreté, notamment avec les femmes. Et là, Mike Leigh est de retour avec Hard Truths, donc Deux sœurs en français, dernier film du chef opérateur Dick Pope. Ils ont fait toute leur carrière ensemble, enfin quasiment tout, depuis maintenant 50 ans, et Dick Pope est depuis mort. Voilà, il est décédé, donc c'est leur dernier travail ensemble, Deux sœurs. D'accord. Est-ce que tu veux un peu nous pitcher le film? De quoi ça parle? Ça parle Combien de deux il y a de sœurs, sœurs? Il y en a deux, et quelques cousins-cousines aussi au milieu. Alors c'est l'histoire en fait de deux sœurs de la communauté, apparemment j'ai lu ça, caribéenne, de Londres, en tout cas de l'Angleterre, et l'une des deux qui est, disons, le personnage principal du film, joué par Marianne Jean-Baptiste, si je ne me trompe pas. Exactement. Qui jouait dans Secret et mensonge, en fait, est un personnage, une femme extrêmement tourmentée. Ça dépasse la dépression. C'est une personne qui vit dans un état de colère, de haine et d'incapacité en fait à trouver, presque des raisons de vivre, d'aimer autour d'elle. Elle se sent
détestée par les autres, et voilà, elle vit vraiment en lutte, quoi, dans son quotidien, voilà, tous les jours. C'est une femme, si je ne me trompe pas, au foyer, enfin, on la voit très souvent dans sa maison, mais elle travaille pas. Elle a peur de sortir de chez elle, enfin... Elle vit dans un état presque de siège permanent des autres, du monde, voilà. Elle est mariée avec un homme qui est un plombier. Exactement. Voilà. Elle a un fils, adolescent, disons, voilà, jeune adulte. Qui a 22 ans. D'accord. Au foyer, enfin, qui a pas l'air de faire des études, un fils obèse, en difficulté aussi, voilà. Et donc une sœur qui est l'exact opposé de Pansy, c'est le nom du personnage principal que je viens de décrire. Sa sœur qui s'appelle Chantel, qui est une coiffeuse voilà, de cette petite communauté, qui a elle 2 filles, grandes filles, toutes les deux travaillent très actives, extrêmement solaires, lumineuses. Et donc il y aurait en fait, pour commencer à analyser le film, une sorte d'opposition à l'œuvre dans Deux Sœurs, donc entre ces 2 familles. D'un côté, une famille travaillée par l'abîme, quoi, qui est surtout un abîme causé par cette femme, mais qui en est la première victime, on pourrait dire. Et de l'autre côté, une famille donc de sa petite sœur, c'est un point important, voilà, qui a une vie extrêmement épanouie, qui est heureuse. Ses filles sont très heureuses aussi, extrêmement, elles rigolent tout le temps. Enfin, la scène où on les découvre, elles sont une sorte de fou rire général. Enfin, c'est assez incroyable. Et le film en fait se passe pendant une période de temps relativement limitée, qui précède et qui suit en fait la fête des mères. Qui sera l'occasion pour un peu toute cette petite famille assez dysfonctionnelle de se retrouver chez donc Chantel. Voilà, pour un repas comme ça. Et j'ai trouvé, pour moi c'est la découverte de Mike Leigh. Je connaissais pas du tout avant. Par ailleurs, pour le public parisien qui ont pu profiter, il y avait la rétrospective à la Cinémathèque, donc je suis allé voir qui a duré 5 jours, qui a duré très peu de temps, mais je suis allé voir Secret Mensonge dans la foulée de Sœurs, qui m'a vraiment beaucoup qui m'a beaucoup plu même. Et Secret Mensonge, je trouve c'est un film encore supérieur de Sœurs. Je trouve c'est vraiment un film exceptionnel, qui est pas d'ailleurs, je trouve, sans défaut, mais il y a des moments inouïs, je trouve. Et pour moi, c'est une réussite, quoi, de Sœurs. Il y a notamment une scène que je trouve excellente, mais on pourra en parler un peu après. C'est une révélation quand même. Petite, j'arrive pas encore à identifier son ampleur parce que j'ai pas vu beaucoup de ses films. Mais les 2 que j'ai vus pour l'instant m'ont vraiment passionné. Et je trouve que c'est un cinéaste qui a un espace cinématographique à lui, quoi, qui lui est propre. À fond. Il a un projet esthétique qui tient de façon très rigoureuse et passionnante, je trouve. Et juste un mini truc, la question du contraste et de l'opposition qui peut sembler être un peu exagérée dans Deux Sœurs, ce truc de la plus solaire des femmes et la plus aride, c'est un peu aussi, ça fait partie des projets esthétiques de Mike Leigh, quoi. Il y a toujours cette question de on va foutre le contraste entre les 2 personnages et voir comment ça cohabite, quoi. Eh ben, oui. Ben, non, moi aussi, c'était la découverte de Mike Leigh. Enfin, non, j'ai vu Mr. Turner il y a longtemps, mais c'est plus mal aimable. Voilà, je le prends pas comme étalon, on va dire, de ce qu'il a pu faire. Moi, c'est un film de sœurs que j'ai aussi beaucoup aimé, même si j'ai des limites, on va dire, plus que des reproches ou des réserves. Mais c'est un film qui m'a d'abord frappé par... je dirais sa sobriété, presque sa solennité. Le film commence par un plan que je trouve très beau où, en gros, on va dire, sur le papier, c'est le plan classique où on nous montre la maison de banlieue dans laquelle ils vivent, dans laquelle vit Pansy de loin. Mais c'est un plan avec un mouvement de panoramique où on suit en fait le collègue du mari de Pansy qui vient le récupérer, et ensuite eux 2 partent au travail. Et ensuite, on reste sur cette maison comme ça... vide, on va dire, et il y a cette espèce de mouvement d'évidement où on sent que presque tous les personnages autres que Pansy ont disparu du film à ce moment-là, et je trouve que ça donne le ton en fait un peu pour le reste du film, qui est je dirais presque silencieux, mais qu'il n'est pas, parce que Pansy passe son temps à éructer et s'en prend un peu à tout le monde, que ce soit le docteur, la caissière ou que sais-je. Mais c'est un film sinon extrêmement feutré, extrêmement sobre dans sa mise en scène, qui, je sais pas, en tout cas pour ma part, que je trouve ne franchit jamais la barrière du tire-larme, en tout cas d'aller chercher l'émotion de façon un peu trop fabriquée. Au contraire, je trouve que surtout dans la première moitié du film, ça marche vraiment, c'est très efficace cette sobriété, parce que en fait
comment dire, les explosions de Pansy, elles sont à la fois un peu drôles, parce qu'il y a un côté très over the top. C'est hyper drôle, ouais. Il y a ce plan, cette réplique au début de la bande-annonce où elle compare une cliente à une autruche, assez marrant. Et en fait, à chaque fois, dans sa façon un peu de réussir à tirer en fait n'importe quelle situation banale en attaque personnelle intolérable contre elle-même, il y a quelque chose comme ça de presque un peu absurde qui peut être drôle et qui en même temps par la répétition on commence à comprendre que c'est presque pathologique, et je trouve que le film est très très bon parce que en se tenant à l'écart il laisse les deux affects en même temps, quoi. Il tranche pas du tout est-ce que c'est une scène marrante et ensuite on va pivoter, ou c'est vraiment au spectateur qui du coup est toujours un peu pris entre rire et une espèce de malaise qui va ensuite s'intensifier à mesure que le film avance. Sur la deuxième moitié, plutôt le dernier tiers ou le dernier quart, on va dire passer la scène de repas dont Mathieu va parler après, je pense. Le film, à la fois maintient cette espèce de pas de silence, on sent que ça tient sur quasiment rien, sur des personnages qui attendent, des petits gestes, des regards, comme ça, une espèce vraiment de côté presque minimaliste que je trouve assez beau. En même temps, je sais pas vraiment jusqu'où le film va, et la façon dont il se termine est un peu mystérieuse, je dirais. Pas mystérieuse au sens où il poserait une question, mais sur pourquoi est-ce que le film se coupe ici et pas un peu avant, un peu après. Mais voilà, j'aime bien cette espèce de délicatesse, vraiment de sobriété, je pense que c'est vraiment le mot qui m'est venu en tête, et le fait que finalement tous les pivots dramatiques dans les relations entre les personnages passent par des choses assez assez délicates, assez simples. Mais il y a un truc que je trouve très très beau à la fin, où sans donner trop le contexte, Pansy met des fleurs dans un vase, et tout tient dans la précaution extrême démesurée pour ne pas heurter ses fleurs, alors qu'on a vu le personnage au contraire extrêmement agressif pendant tout le reste du film. Et donc je trouve assez beau que Mike Leigh se dise, n'essaie pas de rivaliser en fait avec le côté explosif de son personnage, quoi, et qu'au contraire il accepte de la regarder, de nous laisser nous faire nos propres avis, et que lui va se concentrer au contraire juste sur une somme un peu de petits détails très signifiants. Ça, je trouve, c'est assez beau. Ce qui peut surprendre avec le film, c'est le ratio 2,39, qui n'est donc pas un ratio 1,85 ou 16 neuvième ou 1,77 qui est un peu plus classique. C'est le format du panoramique, c'est le format du scope. Donc on peut se dire, ok, pourquoi choisir un format qui est aussi entre guillemets spectaculaire, un peu large, du cinéma d'ampleur, pour un film aussi restreint. C'est précisément pour ce que tu disais, Clément, pour l'attention aux détails, aux choses qui se passent sur les côtés, et à l'espace que l'arrière-champ peut laisser aux petites choses, parce que beaucoup on est en gros plan ou en plan un peu large sur les scènes, et on peut donc récupérer des petits détails comme l'absence de choses chez Pansy, ou la prolifération de choses chez Chantal, ou jouer sur la coexistence des fois des visages ou des corps à l'écran, et de laisser un petit peu les interactions avoir lieu entre les deux. Et moi personnellement, ce qui me touche le plus dans le film, c'est un peu sa façon qu'il a de nous embarquer dans un premier temps par sa comédie. C'est vraiment un film qui joue de la surenchère, comme tu le disais, drôlatique, de plein de petites séquences à l'extérieur où tout d'un coup cette femme va trouver une raison absurde pour péter un câble et se mettre à enchaîner les insultes, et petit à petit comment est-ce que ça devient dramatique, surtout dans une seconde partie, à partir d'un moment qui moi me semble être un peu pivot, qui est celui où Nancy parle à son mari dans son lit et lui explique avoir été agressée par plein de gens, après que nous on l'ait suivi, être en fait la personne qui agresse, et donc que ça tombe dans un endroit de pathologie, ou en tout cas où elle est incapable de ne pas mentir, de ne pas être un peu dans l'exagération, dans la manipulation. Et à partir de là, déjà les récurrences de scènes de pure comédie sont beaucoup réduites. Et en plus, on s'approche davantage de la relation entre les personnages, de leurs interactions, etc. Donc on nous fait d'abord presque aimer et adorer ce personnage horrible, et ensuite petit à petit se sentir vraiment empathique, compatir avec la douleur qu'elle ressent, qu'on comprend, qui passe par l'absence du reste de sa famille, notamment, le film s'intéresse beaucoup à ça, un peu à qu'est-ce qui crée quoi, aux mini-interactions, notamment
et pose, enfin, il donne pas vraiment de réponse, notamment donc par rapport à la situation qu'il y a entre cette femme, ce mari et leur fils, où on peut se dire, ok, ce mari il parle vraiment pas beaucoup, donc c'est peut-être ça qui énerve Pansy, mais en même temps, on a une scène de dîner entre les trois, où on comprend que les deux hommes comme ça sont un peu reclus, essayent de parler le moins possible parce qu'ils savent que dès qu'ils vont ouvrir la bouche, ça va donner à Pansy matière à les engueuler, à s'énerver. Et ça ne rate pas. D'abord, elle est en monologue sur le bébé des gars d'à côté, qui a des petites poches dans son petit manteau, alors qu'un bébé, ça n'a rien à foutre dans des poches. Dialogue incroyablement drôle. Et ensuite, elle se trompe un peu sur l'acronyme d'aide à l'enfance. Le mari et le fils osent la corriger et rebelote, c'est reparti. Donc on sent que c'est un peu des choses qui interagissent entre elles, enfin qu'il y a une sorte de cercle vicieux qui enferme toute cette famille dans une impossibilité de communication, et notamment dans ces hard truths que le titre anglais semble nous indiquer, mais que le film ne fera jamais advenir en réalité. On se dit, ok, est-ce qu'il y en a-t-il seulement vraiment des hard truths à préciser? On sent qu'il y a quelque chose qui se joue dans la relation avec leur mère des deux sœurs, mais potentiellement le reste du film, comme ça, préfère laisser ces personnages advenir et laisser la nature des scènes parler pour elle-même, plutôt que d'essayer de donner du contexte ou de rajouter des choses qui seraient du surplus, quoi. Moi, j'avais un peu l'impression que le film était une prouesse, mais au sens... Enfin, c'est jamais un mot neutre, mais au sens où c'est un film, je trouve, qui, sur le papier, peut présenter un nombre incalculable d'écueils, de problèmes moraux, parce que souvent, c'est des films comme ça, se construisant quand même en grande partie sur un personnage très profondément meurtri, quoi. Le film pourrait, mais on en connaît tout un tas, et je sais pas, on a vu tout à l'heure Joachim Trier dans la liste, Oslo 31 août, pour moi c'est ça, redoubler en fait la violence que subit le personnage, ou que le personnage croit subir, parce que tu as mentionné cette paranoïa qui lui fait se tromper sur la nature de la réalité, redoubler cette violence par la mise en scène. Et je trouve le film prodigieux parce que il tombe jamais, à mon avis, dans ce travers-là, qui est pourtant très commun du film social ou film existentiel. Et ça m'a posé en fait plein de questions de cinéma. Je me suis demandé, par exemple, c'est drôle parce que tu le disais avant à propos du documentaire de Braque, je crois que c'est toi lui qui disais que tu étais frustré, et moi je partage un peu ton avis, mais je trouve pas que c'est un défaut du film, qu'on n'ait pas éventuellement Louison, enfin les autres personnages, l'amie blonde de Linda Irene, voilà. Et là je trouve ce qui est très, très, disons que ce serait le principe même d'un documentaire où tout le réel en soi est intéressant. Il n'y a pas de limite à notre curiosité, je trouve, vis-à-vis de la matière brute du monde. Et là, ce que je trouve très très beau, c'est que c'est le contraire presque fait Mike Leigh, c'est-à-dire qu'il a un personnage quand même central qui est, elle, sa psychologie, qui est passionnante à questionner. Mais ce qui rend le film, à mon avis, très juste éthiquement, c'est que il y en a d'autres, quoi. Et quand il filme la scène à la caisse, tous les 4 personnages présents, il y a la caissière, elle et 2 clientes, elles ont presque toutes la même importance, quoi, dans le cadre. Et là, je parlerai pas de deux sœurs, mais dans Secret Mensonge, j'ai une scène que je trouve hallucinante où il y a un rendez-vous, d'ailleurs, que prend Marianne Jean-Baptiste, son personnage dans le film, en gros, dans un lieu pour... comment on dit, un orphelinat, enfin non, c'est pas un orphelinat, c'est un lieu où on a son dossier de filles abandonnées, voilà. Une mairie. Et, ouais, je sais pas ce que c'est, un centre social, peu importe. Ah oui. Et là, le personnage de l'assistante sociale, qui a un rôle très faible dans le film, enfin très peu présent à l'écran, est inoubliable, enfin existe immédiatement à l'écran, il a une vraie consistance, et je trouve que c'est la grande force de ce film, c'est que il fait respirer en fait cette histoire, parce que chaque être à l'écran, mais même, je sais pas, la patronne par exemple de l'une des 2 filles, de l'une des 2 cousines, c'est une personne assez détestable, qui est pas sympathique, mais il est très réel, quoi, et très, très, très incarné, très existant, et je trouve que c'est vraiment une réussite de ce point de vue-là. Et l'autre chose que j'ai pensé, c'est que je trouve que finalement, par des voix totalement différentes que celle de quelqu'un comme Cassavetes, qui est beaucoup plus du côté, on pourrait dire, parce que tu disais, il y a une méthode de tournage qui a à voir avec l'improvisation, mais qui n'est pas, à mon avis, j'ai pas l'impression qu'elle soit actualisée sur le tournage. Une fois que c'est écrit, que c'est décanté, il y a un scénario, il y a des personnages, des dialogues très précis. Exactement. Et les mouvements de caméra très légers, mais très précis aussi. On sent que c'est un film où tout est très maîtrisé, quoi. Tout est calculé de très près. Ce qui est le contraire absolument de Cassavetes, mais j'ai l'impression que malgré tout, ils arrivent un peu au même endroit d'être
au cœur de la vie et plutôt du tourbillon de la vie, enfin de la vie comme lieu de conflit, de souffrance. Il y a aussi de l'humour bien sûr, et ça c'est une dimension qui fait aussi que le film n'est pas uniquement pesant et lourd, mais globalement quand même j'ai l'impression, c'est pareil pour Secret Mensonge je trouve, finit par atteindre un point très très je trouve abyssal quoi, enfin de grande souffrance quand même. C'est un film qui à mon avis peut un peu dérangé, ça remue je trouve pas mal à partir de la scène disons du cimetière où les deux sœurs sont uniquement ensemble sur la tombe de la mère. Il y a des mots qui sont prononcés, c'est très beau, je trouve c'est jamais tire-larme, mais bon l'émotion est à fleur quand même beaucoup, c'est un film très intense. Et puis la scène d'après que je trouve vraiment inouïe, magnifique, qui est à mon avis le sommet du film, qui est le repas, enfin la réunion familiale quand elle advient. Moi je trouve c'est sublime, et c'est presque le problème, et je pense que tu en as un peu parlé Clément, c'est que je pense c'est pas possible d'aller au-delà de cette scène en fait, il peut pas aller plus loin. Et je me suis fait cette réflexion d'autant plus que dans Secret Mensonge, qui à mon avis a la même structure en fait, c'est-à-dire une structure où on voit toutes les vies, pas forcément séparément les unes des autres, mais globalement dans je sais pas, une échelle petite, à l'échelle d'un personnage ou de deux, et ça tend vers leur réunion tout ensemble. On dirait que c'est un peu... quand tu as décrit la méthode, c'était il choisit une personne et ensuite il les voit comment elles interagissent les unes avec les autres. Et là, c'est fou quand il les fait toutes ensemble. C'est presque les gens sont tellement bien définis, caractérisés, qu'ils sont tellement intenses en eux-mêmes que quand ils habitent la même pièce, ça ne peut que créer des étincelles, quoi. Pas forcément des étincelles d'ailleurs dans la surenchère, c'est plutôt le contraire, c'est plutôt la dépression littéralement, quoi. Il se passe plus rien, enfin plus personne ne parle, surtout elle ne parle plus, ce qui est une sorte de vacances, de fêlure totale. Elle est là prostrée, elle dit plus rien au centre de l'image, enfin c'est terrifiant. Et après je pense c'est trop dur pour lui l'impression comme ça de continuer. Après ça ne peut que se déliter un peu, parce que Secret Mensonge c'est cette scène. Puis ensuite, il y a juste un épilogue, très beau d'ailleurs, et ça se termine. Et je pense que c'est la bonne structure pour son cinéma. Peut-être je me trompe, je ne connais pas assez, mais c'est toi qui connais mieux, peut-être tu as un autre avis. Mais... Peut-être juste pour préciser, mais ce que tu as dit sur le fait que chaque personnage existe, ça tient aussi à la structure du film qui est très étonnante, on va dire, d'un point de vue de l'économie dramatique, qui est qu'il y a plein de séquences qu'on passe avec des personnages secondaires qui n'existent pas du tout, qui du point de vue scénaristique sont superflus, mais n'existent que pour solidifier un peu l'incarnation. Là, c'est très... c'est vraiment étonnant quand on se rend compte qu'on va suivre pendant une scène une des deux sœurs, du coup, qui sont une des deux filles de Chantal. Voilà, les filles de la sœur du personnage principal. On voit une scène comme ça où la première est au travail, ensuite une scène où la seconde est au travail, une scène où elle se retrouve. D'ailleurs, le film est suffisamment malin pour que l'addition des deux scènes apporte quelque chose à la troisième, parce qu'on comprend qu'il y en a une qui en fait est en train de mentir un peu sur ce qui s'est passé, etc. Et tout le film est un peu comme ça, c'est-à-dire on passe du temps avec ces personnages, même avec les clientes de Chantal, donc les femmes qui se font coiffer, etc. Ou une scène chez la dentiste, une scène, plein de... Tout à fait, ouais. Ex nihilo. Et c'est à la fois, je sais pas... étonnant d'un point de vue de l'économie scénaristique du film et nécessaire et parfaitement juste d'un point de vue de presque moral, comme tu disais, en tout cas de sentir que le film n'est pas du tout construit pour attraper notre émotion et partir avec un peu, mais au contraire pour donner un peu à chacun voix au chapitre. Ça c'est assez beau. Non, je me suis formulé les choses comme ça en t'écoutant, Clément. C'est comme si c'était une tragédie. Au fond, c'est une tragédie, mais sans la fatalité. Il n'y a pas comment dire, l'encastre, je sais pas, c'est pas un mot qui existe, mais l'encastrement des choses qui ne peuvent que déboucher au mal, ou à la souffrance. Entonnoir, il y a beaucoup de fatalité contingente. Oui, il y a c'est beaucoup plus mouvant, c'est beaucoup plus vrai en fait, vital, et au milieu il y a quelque chose de grave, quoi. Mais c'est pour ça que c'est très proche, je trouve, de l'existence, de sa contingence, sa nature, quoi. Il y a autre chose, moi, sur le film, sur lequel j'aimerais bien m'arrêter quelques instants. J'ai parlé du chef-op Dick Pope en commençant. C'est que le film a quand même un aspect, enfin en tout cas un travail de la photographie et de la matière très étrange, parce qu'il est quand même très, très plat. C'est quand même très... les blancs pètent un peu tout le temps. Il n'y a pas vraiment de travail un peu élégant, de l'ombre, ou en tout cas même... Enfin, l'image, presque, on pourrait dire qu'elle est presque moche, quoi. Enfin, elle a un peu un apparat d'image documentaire de quelqu'un qui n'aurait pas eu le temps de travailler sa lumière, de mettre un peu des projecteurs. Là où, précisément dans d'autres films précédents, notamment en argentique, mais même un peu après, il y avait quand même beaucoup
travail de lumière. Toi qui as vu Secret et mensonge, c'est quand même plus travaillé, Ouais. c'est quand même plus beau plastiquement. Donc celui-ci, je sais pas si c'est vraiment une limite ou une force, dans la mesure où on ressent quand même une sorte de continuité entre l'espace de Pansy et la manière dont l'aseptisation des plans elle-même C'est juste. crée une continuité, c'est-à-dire qu'elle n'arrive pas à sortir de chez elle, il faut que tout soit nettoyé tout le temps, elle passe son temps à nettoyer son canapé dans une sorte de frénésie dont on devinerait qu'elle serait post-Covid, mais qui n'est peut-être pas limitée qu'à ça. Et donc tous les plans de la même façon seraient nettoyés au possible, il n'y a pas un seul pet d'ombre qui traîne quelque part, tout est visible. Mais de l'autre côté, en effet, ça crée un peu visuellement quelque chose d'assez laid, quoi. Enfin, C'est un mélange bizarre parce que, en fait, au début, en apercevant la bande-annonce, ça ressemble un peu à un téléfilm presque. Oui, le c'est côté, ça. Oui, téléfilm. Lumière très blanche et tout. Mais en fait, quand on regarde, il y a une espèce de crudité, de précision du numérique qui est pas du tout gommée, quoi. Donc ça fait un équilibre effectivement un peu bizarre. Et pour aller continuer un peu sur le terrain, on va dire des limites, mais à la fois, je trouve que, voilà, comme on l'a dit, la sobriété du film est presque impérative pour qu'il puisse être réussi. En même temps, je dois avouer aussi que c'est peut-être ma limite, c'est que en termes de, je sais pas, de pur geste de mise en scène, de science du cadre, du montage, etc., je trouve que le film reste assez, assez scolaire, en tout cas, voilà, assez restreint de ce point de vue-là. Et j'ai surtout pensé à un moment, vers la fin du film, il y a un plan très beau, un gros plan où Pansy ouvre la porte-fenêtre de sa cuisine. Il sort. C'est ça, et juste après elle sort, et il y a le plan de début où on la voit l'entrouvrir, et c'est un plan assez serré, et où je me suis dit que, je sais pas, intuitivement, je sentais que ça représentait quelque chose de fort pour le personnage, parce qu'il y a presque, c'était bien dit, cet état de siège un peu dans lequel elle s'est elle-même enfermée, et en même temps, j'étais pas ému par le plan, et je me suis dit, mais en fait, il aurait manqué un travail de mise en scène précis pour m'amener à ce que ce franchissement-là signifie quelque chose dans l'équilibre du cadre par rapport au reste des plans du film, que cette idée de claustration existe à l'échelle du film tout entier. Et il y a quelques moments comme ça où je me suis dit, à la fois je peux pas vraiment, je sais pas comment dire, enfin comment dire, je trouve que le film fait aucun faux pas, quoi, et ça c'est déjà une prouesse, mais en même temps n'a aucun coup de génie sur quelque chose qui tiendrait à une idée de plan, une idée de cadre inattendue. Je sais pas, je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça, mais dans The Fabelman, il y a ce plan on voit l'ombre de Paul Dano. Il se tire de Fabelman. Ouais, c'est clair, c'est pas le même genre de film. Non, mais c'est très différent, mais je pense à ça parce que il y a un moment où, donc à la toute fin du film, voilà, Paul Dano reçoit une lettre, etc. Et il y a juste l'idée d'avoir son ombre un petit peu en arrière-plan, qui pour le coup est une idée discrète, on va dire, mais qui, je sais pas comment dire, presque fait la scène en intégralité, quoi. Mais dans d'autres films de lui, il y a un peu, il y a beaucoup plus ça. Je pense à Naked notamment, qui a eu donc le prix de la mise en scène en 93 à Cannes. Et pas pour rien, il y a beaucoup de plans qui sont un peu plus stylisés comme ça, mais de la stylisation discrète. Vu que tu parles d'ombre, je repense à une séquence où c'est donc David Toulis et un garde de nuit qui doit garder un hôtel. Et ils sont en contre-jour, enfin ils sont dans une pièce obscure, noire, et dans le fond, la lumière du couloir découpe leur silhouette. Et David Toulis rentre un peu dans une diatribe complotiste, conspirationniste, où un peu il va jusqu'au plus profond de la noirceur de l'existence, etc. Et le fait de cette idée discrète de les avoir en contre-jour, en silhouette, et de développer le plan séquence, fait que instantanément il se passe un truc, quoi. Ça ne gâche pas le naturel de la séquence, seulement ça l'élève encore plus. Exactement, voilà, exactement. Ouais. Moi, sur les petites limites aussi que j'identifierais, qu'est-ce que vous pensez ? J'ai un peu du mal, moi, avec le personnage du fils, quand même. Je trouve que il est pas... la mise en scène n'est pas juste, enfin, ou le film n'est pas juste à son égard, au même titre que les autres. Par exemple, j'aime pas du tout la scène qui lui est réservée, où il est sur les marches, là. À la fin ? Ouais. Parce que ça, c'est peut-être la fin du film, c'est ça. Enfin, il est sur les marches dans un lieu public et il y a une fille qui l'aborde. En fait, lui, c'est un personnage qui a subi, c'est sûr, sa mère, sa castration, tout ça, et qui est totalement replié sur lui-même. D'ailleurs, qui se fait. Non, en fait, il y a d'autres scènes où il est tout seul, il se fait harceler dans la rue, un petit peu comme ça. Les gens le harcèlent aussi parce qu'il est gros, enfin, il est extrêmement gros et tout ça, il mange tout le temps.
Et il y a une scène, donc il est sur des marches et on croit que c'est un peu la scène un peu de la lumière pour lui. Il y a une jeune fille qui vient s'asseoir auprès de lui et lui, c'est comme s'il avait jamais eu l'occasion d'avoir une interaction comme ça avec des gens de son âge et encore moins des filles. Et la fille, en fait, sa manière de du tendre la main, s'intéresser à lui, c'est lui passer des bonbons, quoi. Et je trouve qu'on n'arrive pas à comprendre s'il y a de se foutre de sa gueule. Moi moi non plus. Moi j'ai l'impression qu'elle dit on va voir jusqu'à quel point. J'ai qu'il y avait ses potes avec qui elle avait fait un pari juste avant. Et j'ai pas du tout. Moi non plus. Je vais lui passer des bonbons à ce gros porc. Non. Et c'est vrai que le film, moi j'ai vu ça dans la séquence. Peut-être je suis un sale con. Un sadique. Parce que t'as déjà fait cette blague. Non, donc jamais. je trouvais que je rigole. j'avais un peu. J'étais pas. Et puis je sais pas. J'étais Mais pas. je suis d'accord avec toi que je trouve que le film, des fois, est un peu trop cruel avec lui. Notamment, moi, il y a un truc qui m'a fait vraiment. C'est un détail, mais pour moi, ça joue beaucoup. C'est le fait qu'à un moment, on le voit en train de lire dans son lit et que ce qu'il lit, c'est un livre de collection d'images d'avions. Mais pour enfants de 6 ans, quoi. Ouais. Et j'étais vraiment là, waouh, le film est d'une cruauté avec ce mec de 22 ans, dont je suppose, enfin, je lui souhaite quand même de pouvoir avoir accès à un tout petit peu plus que ça. Par contre, la scène de fin, justement, je la trouvais plutôt chouette, moi. Parce que justement, se jouer sur le détail du bonbon, le partage, mais de quelque chose qui d'habitude est vu par lui négativement, positivement, ou en tout cas dans un partage de quelque chose, elle se dit... C'est vrai que c'est intéressant que ça passe par un bon bout, j'y avais pas vraiment pensé. Moi j'ai plus vu, pas la double lecture sadique, mais un peu l'élan un peu volontariste, c'est-à-dire un peu dans quel monde est-ce que cette fille va l'aborder spontanément et c'est plus ça qui m'a un peu dérangé, où je trouve que en fait, le temps passé avec ce personnage-là précisément, je sais pas, aide pas autant à le comprendre que celui passé, par exemple avec avec ses cousines à lui, etc. Ouais. Il a un côté un peu monodimensionnel. En fait, c'est ça que je pense que ce qu'il rate avec ce personnage, c'est ce qu'il aurait tout à fait pu rater avec sa mère. Et c'est ça qui est miraculeux dans le film, c'est que ça, l'écueil dont je parlais, pour moi, il tombe un peu là-dedans avec lui. Et jamais avec sa maman. D'ailleurs, on n'a pas dit, mais l'actrice, elle est inouïe quand même. Oui. Ils sont tous fous. Ils sont tous fous, mais Marianne Jean-Baptiste particulièrement. Quoi. C'est vrai que tenir en même temps ces deux cordes du comique et du tragique, c'est de l'ordre... Enfin, c'est très dur, quoi. Ça peut très vite tomber dans l'un ou dans l'autre. Et j'ajoute un mini détail, mais typiquement dans un peu les idées de mise en scène discrètes mais très efficaces, je trouve qu'il y en a une au début du film qui marche bien, c'est que au contraire de... Enfin c'est presque évident vu le scénario on va dire, mais au contraire de Pansy qui est introduite par ce plan où elle n'est pas mais qui montre un évidement comme ça de la maison dans laquelle on la voit évoluer, sa sœur au contraire on la découvre dans son salon de coiffure qui est évidemment un lieu plus animé, mais d'autant plus parce que le cadre est construit de façon à ce que on ait un enchaînement un peu de reflets, de miroirs les uns dans les autres, ce qui fait que même s'il y a que quelques personnages dans la pièce, on a l'impression d'une espèce de foule et du coup ça crée un effet de contraste discret mais en un plan si on veut, presque toute la base de cette opposition est construite quoi. Et je trouve le film manquait un peu de, je sais pas comment dire, presque pas de raccourci, mais en tout cas juste un peu l'idée de cadre qui fait que tac, ça nous installe tout de suite quelque chose qui dépasse le strict scénario quoi. Moi, je finirais avec une autre idée de cadre à la limite pour offrir un peu au film le fait qu'il en ait quelques-unes. C'est après donc la scène du cimetière où on a découvert la relation entre Marianne Jean-Baptiste et sa mère, le fait que on se demande un petit peu comment elle se positionne vis-à-vis du deuil de cette mère, etc. On est dans le salon de Pansy. Et elle parle avec son mari, en tout cas ils ont une interaction ensemble, et la caméra va se reculer et va faire un panoramique pour laisser apparaître dans une pièce, à côté de l'entrée, un petit hôtel à l'effigie de sa mère. Donc elle fait juste comme ça un petit panneau, Marianne Jean-Baptiste va dans cette pièce, et elle repart, et la caméra ravance, et donc vraiment... Par ce geste d'isolation de ce petit espace-là, on sent que déjà on découvre qu'il existe cet espace-là alors qu'il semblait être caché, et en plus qu'il est presque un peu derrière la caméra, derrière la scène, et que juste ce petit geste lui laisse un petit espace mental et physique tout à fait, qu'il découvre, mais vraiment sans aucune forme d'apparat ni de surlignage, quoi. C'est très juste,